Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme américaine qui s'est attaquée au saloon. Carrie Amelia Moore est née le 25 novembre 1846 dans le comté de Garrard, dans le Kentucky. Son père, d'origine irlandaise, est négociant d'esclaves. Elle le décrit comme impétueux et autoritaire, mais jamais nerveux. Il a de bons contacts avec les Amérindiens. Il est aussi aimé par ses esclaves. La petite Carrie passe d'ailleurs tout son temps avec les esclaves. Elle aime les écouter chanter leurs chansons, elle aime entendre leurs chants traditionnels. Elle conserve un souvenir marquant de cette période. Lorsqu'elle a environ 3 ans, une esclave est blessée dans un accident impliquant un pistolet. Elle perd son œil. Carrie restera très proche de cette esclave qu'elle surnomme Tante Judy. Les esclaves demandent même à Carrie de voler de la nourriture pour eux, mais très tôt Carrie est élevée dans la religion protestante et elle ressent une profonde culpabilité religieuse. En 1855, son père a quelques problèmes financiers et la famille doit déménager. Il s'installe dans le Missouri. C'est aussi l'époque de la guerre de sécession entre le nord anti-esclavage et le sud pro-esclavage. Carrie et sa mère font du bénévolat. Carrie doit coiffer les têtes des blessés. Les blessés nordistes et les blessés sudistes se rencontrent dans la même salle et Carrie remarque que bien qu'ils soient ennemis, il y a une certaine amitié entre eux. Sa scolarité est beaucoup perturbée par la guerre. Elle commence à tenir un journal, elle dessine des croquis et elle lit beaucoup aussi. Quand elle a 18 ans, elle se souvient qu'à l'école, elle participe à un débat. Elle défend l'idée que les animaux sont des êtres doués de conscience. Au départ, elle est intimidée, mais elle réussit à exprimer ses opinions et elle se rappellera de cette scène plus tard quand elle fera des discours importants. En 1865, elle rencontre celui qui va devenir l'amour de sa vie, le docteur Charles Gloyd, un jeune médecin. Ses parents ne l'aiment pas trop car Charles vient d'une famille plutôt pauvre, donc les deux tourtereaux ont une relation par correspondance. Charlie fait découvrir à Carrie les œuvres de William Shakespeare. 2 ans plus tard, le 21 novembre 1867, tous deux se marient. Mais bien vite, Carrie comprend que son mari est un alcoolique. Il rentre de plus en plus tard le soir, il reste au bar pour boire. Malgré qu'ils soient tous les deux profondément amoureux, les parents de Carrie font pression sur elle pour qu'elle le quitte. Carrie, qui est enceinte, retourne vivre chez ses parents. Le jour de la naissance de sa fille, elle reçoit un télégramme qui lui indique que son mari est décédé. Elle décide d'appeler sa fille Charlienne, sans doute en hommage à Charlie. Elle reprend des études et devient institutrice dans une école primaire, mais elle se fait renvoyer pour un désaccord sur les méthodes éducatives avec le directeur. En 1874, elle rencontre celui qui va devenir son deuxième mari. David Nation cumule plusieurs casquettes. Il est à la fois avocat, journaliste et prédicateur. Les deux se marient 6 semaines après leur rencontre, mais les amis de Carrie ne l'aiment pas trop. Il a 19 ans de plus qu'elle, il est veuf et il a déjà des enfants de son premier mariage. Carrie ne se sent pas très heureuse dans ce mariage. D'ailleurs, dans son autobiographie, elle appelle David Monsieur Nation, alors que pour Charles, elle l'appelait Charlie par son surnom. Elle dit qu'elle a été déçue par son mari. Tous les deux achètent une plantation de coton, mais comme ils ont peu d'expérience, c'est un échec. Ils s'installent à Richmond, au Texas. Carrie tient un hôtel, elle aime beaucoup ce métier, elle rencontre des personnes d'origine et de cultures différentes, elle discute avec des juifs orthodoxes et elle leur prépare même leur nourriture cachère. Elle ne comprend pas pourquoi il y a de l'antisémitisme dans le christianisme alors que le Christ lui-même était juif. Elle discute aussi avec un prêtre catholique défroqué, mais son mari se fait agresser par des délinquants et il déménage finalement dans le Kansas. Là, Carrie a une nouvelle carrière, elle devient aumônière des prisons. Les femmes pauvres, les femmes dont le mari les a quittées, les femmes dont le mari est alcoolique se confient à elle. Le 5 juin 1900, elle prétend avoir reçu un appel. Elle prépare son plan. 2 jours plus tard, elle prend son cheval, Prince, et elle se dirige vers les saloons. Elle a tout prévu. Elle a enveloppé des bouteilles et des cailloux dans du papier pour que ça ressemble à des bagages. Elle se demande qu'est-ce que mon mari et mes amis vont penser, mais elle se met à prier. Elle se calme. D'un pas décidé, elle s'avance vers un premier saloon. Elle s'adresse au propriétaire. Elle prend calmement la parole. Elle lui dit « Je ne veux pas vous faire de mal, mais je vais détruire ce repère à vis. » Et splash! Elle attrape les bouteilles et les cailloux et elle les jette dans le miroir.
Bien sûr, les clients et le barman sont très choqués et ils n'ont pas vraiment le temps de réagir. Elle va ensuite dans un deuxième saloon, puis dans un troisième. Forcément, les autorités locales sont alertées, mais cette fois-ci, elle n'est pas arrêtée. Progressivement, elle va peaufiner sa technique. Au lieu de prendre des cailloux, elle prend une canne. Comme ça, elle peut taper dans les miroirs ou dans les vitres. Elle porte aussi une longue cape pour cacher les projectiles. Enfin, elle s'arme aussi d'une machette. À chaque fois, elle ne veut blesser personne, elle ne fait pas de mal aux personnes, mais elle s'en prend aux biens matériels. Un jour, elle voit même un jeune homme dans un saloon et elle lui dit « Votre mère ne vous a pas éduqué comme ça ». Elle est arrêtée une première fois et envoyée à la prison de Wichita. Elle est dégoûtée puisqu'il y a des détenues fumeuses et que la fumée des cigarettes entre aussi dans sa cellule. Elle pense que le shérif l'a fait exprès pour l'empoisonner. Elle se défend, elle fait remarquer qu'au Kansas, l'alcool est théoriquement illégal. Progressivement, elle reçoit des lettres de soutien de personnes, dont des ministres du culte. Lorsqu'on lui fait remarquer que Dieu a créé le vin, elle répond qu'il n'a pas créé le vin, mais qu'il a créé le bon jus de raisin, qui est healthy, qui est bon pour la santé. C'est le diable qui l'a transformé, qui l'a fait pourrir et qui a produit l'alcool. L'alcool qui pourrit le corps, qui pourrit le cerveau, qui pourrit l'âme. Elle fait aussi le lien entre les saloons et la prostitution. Elle remarque que dans les saloons, il y a très souvent des images de femmes nues qui sont accrochées au mur et que les saloons peuvent aussi favoriser l'infidélité. Les femmes sont privées de tout. On leur arrache leur mari, on leur vole leur fils, leur maison, leur nourriture et leurs vertus. Puis on les déshabille et on les suspend au mur, nus, dans ces repères de brigands et de meurtriers. En tout, elle a été arrêtée 32 fois. À chaque fois, elle ne reste emprisonnée que quelques jours. Elle s'adresse au juge en lui disant « Votre déshonneur ». Elle édite même sa propre publication, The Smasher Mail, le courrier du smasher, parce qu'elle parle de smash, qui veut dire écraser, donc d'écraser les saloons. La WCTU, la Women's Christian Temperance Union, donc en gros une association qui milite contre l'alcoolisme et qui fait des interventions dans des écoles par exemple, lui propose de faire une convention, mais elle refuse, elle veut faire sa propre convention à elle toute seule. Elle critique le parti républicain puisqu'ils ne font rien contre l'alcoolisme. Elle va à Washington et elle rencontre même le secrétaire présidentiel William Loeb, mais elle est découragée car Roosevelt fume et boit. Bien évidemment, tout cela ne plaît pas à tout le monde et elle finit même par divorcer. Bien que chrétienne, elle défend le droit au divorce et elle dit qu'il vaut mieux divorcer qu'élever les enfants d'un père licencieux et alcoolique. Malgré tout, elle conserve le nom de son deuxième mari, Nation. Elle modifie parfois son prénom pour faire un jeu de mots, Carrie a Nation, comme porter une nation en anglais. Elle défend aussi le suffrage pour les femmes. Elle dit que les tenanciers des saloons sont majoritairement contre le suffrage des femmes puisque les femmes sont pour qu'il y ait des lois plus restrictives sur la consommation d'alcool. Mais elle critique aussi certaines femmes comme les prostituées. Elle dit que le plus grand vice des femmes, c'est l'orgueil. Elle intervient aussi auprès des étudiants à l'université de Yale, à Harvard. Elle critique les jeux à boire. À la fin de sa vie, elle joue dans une pièce de théâtre semi-autobiographique, 10 nuits dans un bar. Elle joue le rôle d'une mère qui a perdu son fils à cause de l'alcool. Un des moments les plus populaires de la pièce, c'est un moment qui la représente en train de détruire un saloon. Quand on lui demande pourquoi elle va spécifiquement dans des théâtres et pas dans d'autres lieux comme des églises, elle répond qu'il y a plus de personnes qui vont dans les théâtres que dans les églises et qu'elle va là où les gens peuvent l'entendre, là où il y a des gens qui ont besoin de son aide. Elle décède finalement le 9 juin 1911. En 1976, la Women's Christian Temperance Union, donc la WCTU dont nous avons déjà parlé plus tôt, rachète sa maison et en fait un monument historique. En 1920, quelques années après sa mort, les États-Unis décident d'appliquer la prohibition, c'est-à-dire que la consommation d'alcool est interdite sur tout le territoire. Le mouvement anti-alcool est surtout défendu par des femmes blanches de la classe moyenne comme Carrie, mais cette mesure n'aura pas vraiment l'effet escompté puisque les agents fédéraux n'ont pas vraiment les moyens de lutter contre les débits de boissons
maçons clandestins. Ça encourage même les élus à une certaine corruption. La prohibition est abolie en 1933, mais seulement en 1948 au Kansas. Le Kansas est d'ailleurs l'un des États qui a la politique la plus restrictive en matière d'alcool. Et ça, c'est un peu grâce à Carrie. Le poète Will Carleton qualifie Carrie d'héroïne. Il dit que c'était une femme de son siècle. Carrie est souvent mal comprise. Elle est qualifiée d'hystérique, voire de fanatique. Aujourd'hui, on pourrait penser que c'était une extrémiste, mais il faut aussi comprendre que c'était une femme brisée qui avait perdu son premier mari à cause de l'alcool et qui était vraiment énervée de voir tous ces soulards et les problèmes que ça engendrait, tous les problèmes qu'engendraient les saloons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à très bientôt pour une prochaine vidéo.